le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit podcast, le numéro 308, mais ça c'est sans compter les épisodes hors série. Oh là là, mais il y en a combien ? Il y en a beaucoup parce que j'avais fait le J-30 UTMB 2019, le J-30 Trans-Gran Canaria 2022, le J-30 UTMB 2021, le J-30 UTMB 2022, le J-30 UTMB 2023, le J-30 90 km du Mont Blanc 2019. Ça, c'est peut-être le plus marrant. Faudrait que je les retrouve. Je pense qu'ils sont sur SoundCloud, en libre accès, parce que j'étais sympa à l'époque. Maintenant, je suis un businessman qui roule dans des voitures hors de prix, pendant que toi, t'achètes des boîtes de conserve Bonduelle. Alors achetez-en des boîtes de conserve Bonduelle parce que j'ai quelques actions et ça a beaucoup baissé ces derniers temps. Donc si vous pouviez, là je m'adresse aux pauvres, si vous pouviez acheter des boîtes de conserve Bonduelle pour vous nourrir, franchement ça m'arrangerait. Voilà. Du coup je disais quoi ? Ah ouais, podcast numéro 308, mais bon j'ai dû en faire au moins 500. Bien déglutir son week-end choc. Et oui, question très intéressante de Martin Cardon. Alors je croyais que c'était Marty, moi, patriote. Et c'est intéressant parce que j'ai quand même souvent remarqué que le trailer, ou le sportif d'endurance, en règle générale, a été quelqu'un d'extrêmement volontaire, déterminé, motivé, une bête féroce. Et quand il s'agit de faire des entraînements complètement débiles, très souvent il répondait présent. Et derrière, on a un gros souci, c'est l'assimilation de cet entraînement qui n'est évidemment jamais au rendez-vous parce que assimiler un entraînement c'est PD et on n'aime pas ça. On n'a pas envie de se reposer, surtout dans le monde moderne d'aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit hier, j'ai laissé divaguer mon esprit pendant que je suis allé pêcher 6 heures, vous vous dites, oh putain, quel gros branleur ce mec, c'est vraiment un loser, il a rien dans sa vie. Voilà. Alors vous allez me dire, non, pas moi, je considère que la pêche c'est bien. Non, mais arrêtez, bien sûr que si. Tout le monde se moque. Vous avez quelqu'un qui dit, ouais, moi tous les matins, je prends une petite demi-heure pour faire de la méditation, après je déjeune et je vais au travail. Ouais, putain, lui, vraiment, il a que ça à foutre, quoi. Moi j'ai les gamins, et j'ai... Ouais, s'ils te font chier, tes gamins, écoute, t'as qu'à les noyer. Il y a plein de parents qui le font. Voilà. Ou alors il fallait pas les faire, évidemment. Pareil, j'ai reçu une question. Alors, c'est pas comment noyer son gosse, mais j'ai l'impression que la personne a été tentée. Ce sera pas la question du jour, mais peut-être dans pas longtemps, quelqu'un en fait qui hésite à faire un enfant parce qu'il se demande s'il va pouvoir s'entraîner comme avant. Là, t'es mal parti, là. Là, mon pote, t'es pas prêt. Ah, putain. Eh oui, ça marche pas. Avant de commencer ce podcast qui s'annonce bien entendu extraordinaire, comme à chaque fois, putain, si je faisais les mêmes posts LinkedIn que certaines personnes, les superlatifs manqueraient, quoi, parce que je suis sur LinkedIn, bien sûr, avec des faux comptes pour surveiller ce que font tous les Zoulous, là. D'ailleurs, c'est un sacré zoo, LinkedIn. On va y revenir plus tard. Les nouveaux patriotes, voilà, allez. Soyons carrés, soyons cadrés un peu. Bordel. Olivier Ripoll, voilà, tac, j'en ai cité un, c'est bien déjà. Benoît Rostani, Léo, Antoine Routurier, Théo Weckemann, Ludovic Lebrun. C'est un retour, Ludovic, il me semble. Martin Hainaut, Paolo Lopez, Antoine Lefresne, Mongo, j'ai que le nom. Rémi Damezin, Antoine Fargetas, Gabriel Desvalières, Patrick Pourteron, Christopher Terrol, Jérôme Roussel, Thibaut Torrent et Amaury Rachi. Et le retour d'Alexandre Plot, avec qui j'aimais beaucoup balancer des choses horribles, puisqu'il avait un point de vue différent du mien, et je fais partie des seules personnes qui agressent leurs abonnés.
Tous les autres passent de la pommade à leurs abonnés, parce que oulala, imaginez, si l'abonné se désabonne, c'est malheureux, le business s'écroule. Et toi, des fois, t'es patriote et tout, tu m'envoies un message et tu prends un gros non. Tu m'envoies une question, ouais, machin, nanana, donc il y a 4 paragraphes. Et la réponse, c'est non. En 3 lettres, tu vois, parce que j'avais pas le temps. Et ben Alexandre Plot fait partie de ces gens-là, donc je suis très content de le voir revenir, ça me fait énormément plaisir. Et en plus, voilà, c'est quelqu'un qui est loin d'être bête. Donc nos échanges seront toujours passionnés et vifs. Comme l'éclair, comme Buzz l'éclair. Pouah, et on commence avec une vanne. Nico, Willem, Maxime Kern, et puis retour aussi de Vincent Buton à la maison. Voilà. Alors, pour continuer cette introduction, nous allons parler de mon statut d'athlète, puisque je suis un athlète, je suis... Ouais, je sais, c'est classe. Ouais, t'aimerais bien être un athlète toi aussi, hein. Ouais. Et d'ailleurs, ce matin, en parlant de ça, je discute avec quelqu'un sur Instagram, qui me dit, ouais, j'ai vu des athlètes élites, machin, truc et tout. Alors ça m'a fait rigoler, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est un athlète élite ? Ah, c'est quoi ? Il m'a dit, bah je sais pas, c'est un mec qui est sponsorisé, qui touche de l'argent par une marque. Je lui dis, ah oula, alors attention, là déjà c'est 2 choses différentes. Être sponsorisé par une marque et toucher de l'argent, parce qu'en fait t'as des gens qui ont des contrats à plus de 100 000 euros à l'année, et puis t'as des gens qui ont 2 paires de chaussures. Déjà là on a 2 types de personnes différentes, je pense. Et après il me disait, ouais peut-être qu'il touche de l'argent. Alors je lui dis, bah écoute, il y a mon frère Robin Ferrari, donc là il fait une saison sans sponsor, il touche rien. Et en fait, il bat des gens qui sont des athlètes professionnels. Comment tu l'expliques ? Qui est élite, du coup celui qui est athlète professionnel et qui prend 40 minutes par un mec qui bosse 41 heures par semaine en Suisse, ou justement le mec qui bosse et qui bat des athlètes professionnels, tu vois, et qui nous ont prouvé, si vous suivez la revue de presse, la semaine dernière, qu'ils étaient toujours à un niveau aussi ridicule. Voilà, donc ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas, donc bon, on a envie de les envoyer au goulag pour les rééduquer un petit peu, en cassant des cailloux pendant pas très longtemps, 6 mois. Mais voilà, en attendant, ça fait du selfie, ça fait de la photo, on est content. La seule chose qu'ils ont oublié en ce moment, c'est de faire un petit peu des résultats. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'il y a des cons pour payer, il faut pas hésiter. Ouais, mais il fera un résultat plus tard. Oui, je connais cette théorie, ouais, c'est bon. Ouais, écoute, bah vas-y, paye-le pendant 3 ans, il te fera un résultat au bout de 5, puis voilà. Alors, toi, t'es bon en investissement, toi, je sens que gestion de patrimoine, toi, t'es un costaud, toi. Moi, quand je donne de l'argent, en fait, faut qu'il y ait un retour. Mais tout de suite, hein, pas dans 15 plombes, en fait. Bon, c'est rigolo, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent à perdre en travail. Énormément. Gestion du budget, catastrophique. Donc je disais, ouais, mon statut d'athlète, bien sûr, puisque je me suis auto-défini comme athlète et comme duc de Savoie, bien sûr. Bah là, je refais pas mal de sport. Une belle semaine d'entraînement est à venir, sans doute 120 km à pied, avec beaucoup de... pas trop de vélo, j'ai pas le temps, et une musculation à côté, voilà. Tout ça parce que il y a une petite course qui arrive dans quelques semaines et il faudrait pas être trop mauvais, ça m'arrangerait, voilà. D'un point de vue speaker, eh bien, écoutez, j'étais au Trail Drôme dimanche dernier, c'était bien. Trail de la Drôme, pardon. Support des championnats de France. Tiens, dans support, il y a port, tu vois. Est-ce que c'est pas déjà du... Eh ben, ce week-end, je serai au Trail de la Mandalase, qui est un trail de taille relativement modeste. On a 10 et 21 km, donc c'est autour d'Annecy, à la Balme de Sillingy. On va dans la forêt, enfin dans la montagne de la Mandalase, justement. Enfin, on va, moi j'y vais pas, hein. Les coureurs, ils y vont, moi je cours pas. Hein. Et il est complet, depuis déjà une semaine ou 2, donc c'est très impressionnant. Voilà, petit trail sans prétention, complet quoi. Et la semaine prochaine, je serai à Paladru. Alors, je ne crois pas avoir vu qu'il était complet. Là aussi, on a une très belle organisation. Voilà. Donc, les semaines s'enchaînent. Et à Paladru, écoutez, ce sera le jour de mon anniversaire. Donc, si certains sont sur place, voilà, écoutez, prévoyez d'amener un cadeau pour
le 21 avril, jour de grâce qui a vu la naissance du duc de Savoie au temps jadis. Ce sera dimanche. Allez, un petit point, justement sur ce championnat de France, parce que ça m'a fait plaisir. Il y avait une trentaine de patriotes inscrits, et j'ai pu en rencontrer certains que je n'avais jamais vus, dont Antoine, qui doit être là depuis à peu près 2 ans. Et voilà, je l'ai rencontré pour la première fois. Ça fait toujours plaisir de mettre un nom sur un pseudo, ou une tête sur un nom plutôt, ou les deux. Ça fait toujours plaisir, ouais. Et puis, vous le savez, il y a cette gestation là du club FFA qui est en cours. L'association Ducarmi existe depuis mars. On est assuré, tout bien. Le dossier va être déposé auprès de la FFA et au 1er septembre, en fait, vous aurez un club Ducarmi, voilà, pour poursuivre dans la conquête du monde. Et donc, le maillot que je vends actuellement sera un maillot de club 100% made in France. J'annoncerai tout ça un peu sur Patreon, les modalités, le pourquoi, du comment, parce qu'il y avait une interrogation légitime dont m'a fait part mon ami Nicolas Martin en me disant mais oui, mais il faut pas piller les clubs parce que les clubs FFA ont besoin de licenciés. Et j'étais totalement d'accord avec lui, puisque dans les clubs FFA, il y a des entraîneurs, des choses comme ça, qui entraînent les jeunes, les benjamins, les minimes, qui font de l'athlétisme, qui, pourquoi pas, plus tard, se feront plaisir à faire du trail, ou pas, peut-être qu'ils feront du javelot, ou peut-être qu'ils arrêteront le sport pour devenir obèses et commander des pizzas sur Deliveroo. Ensuite, on aura un esclave des temps modernes qui le ramènera. Donc avant, on avait des porteurs d'eau, on avait des gens qui vidaient comment ça s'appelle ? Le pot de chambre. Donc vous étiez dans votre chambre, vous aviez envie de faire caca ou pipi, et il y avait un pot de chambre, hop. Donc vous descendiez de votre lit, vous posiez une grosse merde dans le pot de chambre, vous arrosiez tout ça de pisse, et ensuite vous sonnez la clochette, et quelqu'un vient, et hop, il débarrasse le pot de chambre. Et là c'est pareil, vous êtes chez vous, vous avez faim, hop, vous sonnez la clochette. Alors la clochette aujourd'hui c'est un iPhone, ou un smartphone, et immédiatement il y a une personne d'origine étrangère, bien souvent, qui est donc l'esclave des temps modernes, qui vient vous amener votre repas. Et évidemment, cette personne est payée le moins possible, avec un contrat revu et retravaillé comme il se doit pour qu'il nous emmerde pas trop. Et donc ouais, tout ça pour dire que ça faisait plaisir de rencontrer des patriotes. Attention d'ailleurs, amis patriotes, le Trello, donc le calendrier interactif en ligne, donc c'était un outil pour entreprise que nous avons détourné, devient payant. Donc en fait, chaque membre va devoir payer 5€, ce qui est complètement débile puisque ça revient à doubler le prix d'abonnement du Patreon. Donc évidemment, nous ne le ferons pas. On a étudié plusieurs solutions et il y en aura une de remplacement qui va arriver immédiatement après l'arrêt du Trello ferme et définitif le 8 mai. Et donc après, il faudra passer sur une autre plateforme, donc il faudra vous réinscrire. Ce sera un petit peu long et du coup les revues de presse seront peut-être un peu perturbées. J'essaye un maximum de l'anticiper en notant les courses auxquelles vous vous étiez inscrit, mais ça fait beaucoup. Donc voilà, il faudra être tolérant sur les revues de presse au mois de mai et juin, le temps que tout rentre dans l'ordre. Mais à part ça, rien de bien important. Et nous allions presque terminer cette introduction après 13 minutes 30. Mais il faut quand même que je vous fasse part d'une de mes interrogations. Alors même si c'est vrai que je suis très critique à l'envers de beaucoup de monde, mais parce que j'adore les gens et du coup j'aime mettre en évidence leur déviance. Et là il y a quand même un truc, tu vois, j'étais en train de faire un post Instagram, puis je me suis dit putain, pourquoi tu fais ça en fait ? Quel est l'intérêt ? Donc j'ai mis une photo de moi, speaker, le week-end dernier. Bon, j'ai baragouiné un texte, tu vois. Puis j'ai regardé comme ça mon smartphone. Je me suis dit, putain, mais quelle est la plus-value apportée ? Quel est l'intérêt, en fait ? Et comme ça, je buvais un café hors de prix, bien sûr, grâce au panier à café que je salue. Je me demandais où tout cela nous menait, puisque
quand je suis dans la recherche Instagram, je tombe sur tout un tas de contenus vraiment de merde catastrophique où il n'y a aucune connaissance, aucun savoir qui est partagé. C'est toujours les mêmes discours navrants qui sont republiés, republiés, donc tous les 4 matins. Vous avez quelqu'un qui vous explique à quel point devenir végétarien a rendu sa vie génialissime. Toutes les 2 semaines, vous avez quelqu'un qui vous parle des bienfaits de l'entraînement croisé. Putain, mais ta gueule, on le sait. Tous les mois, vous avez quelqu'un qui vous partage son envie de participer à une course d'ultra et qui vous explique comment il va tout mettre en place. Puis finalement, il se blesse, il abandonne et puis il vous explique que il n'y est pas arrivé parce que ceci, cela. Donc, le tiroir à excuses, une vidéo et vous, vu que vous êtes des gogoles, des consommateurs, vous cliquez, vous likez et vous encouragez en fait la publication constante de merde. Et là, je regardais, il y a un truc en ce moment, parce que, en fait, vous savez, dans la communication, tout le monde copie ce que font les autres. Bon, à part moi, je fais n'importe quoi en permanence, du coup, ça plaît à la minorité de gens qui est plus ou moins intelligente et qui se dit, ah putain, heureusement, là, j'ai pas l'impression de me faire enfiler à chaque fois que voilà. Et donc, en ce moment, vous avez, donc beaucoup de gens publient des réels Instagram. Mais ils les publient pas parce que ils ont une information capitale à vous transmettre à travers une vidéo. Ils publient des réels Instagram parce qu'ils savent que ça fait du buzz, du clic, du like. Donc, on se dit, tel jour, il faut que je publie une vidéo, je vais raconter de la merde, on s'en fout, vu que je vais bien le filmer, ça va passer. Donc, ils te font des plans caméra, je me rapproche, je me dérapproche, etc., etc. Donc, c'est navrant de bêtises, c'est pour masquer le fait qu'il n'y ait pas de contenu, en fait. On enjolive les choses. C'est comme si vous étiez dans la rue et vous voyez un caca par terre. Un gros caca, voilà, d'un très gros chien. Et vous vous dites, putain, c'est dégueulasse, quoi. Un gros caca, là, comme ça, par terre. Eh bien, en fait, le but d'un bon communicant, c'est que ce caca, finalement, soit désodorisé, qu'on ait mis un joli papier cadeau autour, qu'on y ait peint une petite fresque autour, et du coup, le caca est toujours là, c'est toujours le même caca, mais en fait, ça passe mieux, et finalement, on arrive à le regarder. Vous voyez ? Et donc là, en ce moment, à chaque fois que quelqu'un fait une vidéo, je sais pas s'il pense qu'il s'adresse à des gens qui sont sourds ou malentendants, mais à chaque fois, vous avez le discours de la personne qui est en sous-titre. Donc quelqu'un parle en français et met un sous-titre en français. Putain, mais vous me prenez pour quel genre d'abruti ? Parce que, en fait, à aucun moment, quand je regarde la vidéo de quelqu'un qui me parle en français, qui est ma langue natale et que je maîtrise, ça me fait bander de voir les écritures de cette personne en dessous. J'en ai rien à foutre, ça pollue l'image. Alors oui, t'as mis une jolie police d'écriture, oui, t'as mis des belles couleurs, mais en fait, moi, ce que je veux quand je regarde ta vidéo, c'est comprendre et apprendre quelque chose. Et ce que je me rends compte, c'est que finalement, derrière, il y a que dalle. Voilà. Mais et j'ai des amis qui le font, bien sûr, mais pourquoi ils le font ? Parce qu'ils se plient au code. Voilà, aujourd'hui, les cerveaux des gens, en ce moment, la mode, c'est la vidéo avec le sous-titre. Et tout le monde s'engouffre dedans. Et évidemment, la masse, qui représente majoritairement des personnes peu intelligentes, elle regarde ça, elle dit « Ah ouais, c'est la tendance du moment », et elle regarde. Voilà. Et donc, on arrive à des aberrations, des gens qui ont plusieurs... alors attendez, parce que j'avais ciblé une personne en particulier, moi j'aime bien m'en prendre à des gens. Il est où ? Ah, pardon, ça c'est du contenu complotiste. C'est Sud Radio. Excusez-moi. Alors, il est là, putain. Alors, combien il fait de vues par vidéo ? Putain, ah ouais, non, c'est de la merde, en fait. Ouais, il fait 1000 vues, là, il y a quoi ? Il y a 3000 vues. Ouais, c'est de la merde. 850 vues. Putain, mais c'est nul. C'est nul.
Et là, on a... Bon, alors lui, il tire à toutes les ficelles. Putain, 1500 abonnés, là. Mais c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi les gens m'en parlent? Pourquoi vous me parlez de contenu inutile comme ça, là? Je suis obligé de perdre mon temps et de m'énerver en podcast, là. Vous me proposez un guignol? Alors, à chaque fois, on a... Putain, alors il a pas sous-titré ses vidéos, mais à chaque fois, c'est la même merde. Vous avez la miniature. Ah putain, en plus, quand on passe la souris dessus, le truc vibre. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Vous avez une miniature qui a dû être travaillée pendant 6 heures sur un logiciel. Putain, mais moi, le jour où je refais une vidéo YouTube, je mets même pas de miniature, rien du tout. Et les gens cliquent, quoi. Et les premières miniatures que je faisais, en fait, j'avais Paint et je mettais des trucs horribles. Et puis, ça passait très bien. Ouais, et puis son nombre de vues n'augmente même pas. Ouais, voilà, donc là, vous avez ça. Donc vous avez des têtes, le mec ou la nana écarquille les yeux, et il faut mettre un titre, voilà, donc c'est des titres toujours tirés par les cheveux. Je me mets à l'ultra, et donc là, vous avez des gens qui n'en ont jamais fait, et qui, en fait, vont vous expliquer que tout seuls, ils ont décidé de mon entraînement pour y arriver. Et on leur donne une légitimité, et ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Bon, je vais enlever cette page de mes yeux parce que ça m'énerve. Voilà. C'est terrible parce que il y a certaines de ces personnes qui, à force de communication, que ce soit par des vidéos grotesques ou du contenu ridicule. Voilà, j'ai déjà vu des e-books à plus de 30 ou 35 euros. Moi, j'ai écrit un e-book avec mon ami Nicolas Martin, qui est entraîneur depuis X années, 2 fois vice-champion du monde, membre de l'équipe de France. On vous a fait un e-book pour performer en trail. On vous le vend 17 euros. L'autre zigoto, là, on est au-dessus des 30 euros. Et en fait, j'ai 12 exercices pour m'apprendre à bien faire la chaise contre le mur. Je pense qu'il y en a un des deux qui essaye de vous enfiler. Je vais pas vous dire lequel, je vais vous laisser réfléchir. Et ces personnes, à force donc d'utiliser les codes sociaux ambiants, arrivent, je sais pas par quel prodige, à se créer leur propre buzz alors qu'ils n'ont rien fait, rien vu, rien connu. En tout cas, quand je me connecte à leur page d'information coureur, donc tu découvres des gens qui n'ont jamais couru plus de 50 km et qui, par un heureux hasard, se voient délivrer la possibilité de s'inscrire à la CCC ou à l'UTMB, par exemple, en obtenant une seule Running Stone, ce qui est complètement lunaire, parce qu'en fait, c'était les conditions d'acceptation de Kilian Jornet. Donc finalement, on a mis en parallèle Kilian Jornet et des gens qui se revendiquent journalistes ou voilà, peut-être d'autres corps de métier, hein, bien sûr, hein. YouTuber, ouais, voilà, ouais, j'ai une chaîne YouTube, bonjour, est-ce que je pourrais avoir un dossard? Alors ça, je reçois ça au niveau des revards, je réponds même pas, tu vois, je lui mets un dos, corbeille, tout de suite. Et vous avez en parallèle des athlètes comme mon frère. Alors pourquoi je dis que mon frère est un athlète? Parce qu'il a terminé 5ème du Chianti Trail by UTMB à 30 secondes de Jonas Russi et à 15 minutes du podium qui est constitué d'Andreas Reiterer, Sébastien Speller et un autre athlète français qui a fait une excellente course qui est au Team ASICS, si je ne me trompe pas, Paul Cornu-Chauvin. Bon, il avait déjà fait une bonne Saint-Élion, finalement ça n'est qu'un progrès par rapport à Saint-Élion. Et donc mon frère athlète, lui, ne bénéficie pas de ce petit arrangement pour s'inscrire. Et alors là, c'est une erreur de sa part. Il avait oublié, enfin du moins il n'avait pas eu l'information comme quoi pour s'inscrire sur l'UTMB, en participant à une course qui passait la sélection là, fin décembre. En fait, fin décembre, que vous soyez élite ou gueux, donc il y a 2 races de trailers, il y a la race des élites
et la race des gueux, et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est vous, hein. À chaque fois que j'anime des courses, à chaque fois que je discute avec des gens sur internet, ils me parlent des élites. Donc, le peuple se scinde lui-même, voilà, en deux races, celle des élites et celle des gueux. Mais il n'arrive pas à définir qui est qui, comme je le disais au début. Et donc mon frère n'a malheureusement pas prévenu l'organisation, comme quoi, voilà, il ne pouvait pas se qualifier comme tout le monde au moment de décembre, et il demandait une dérogation pour se qualifier plus tard. Ce qui était possible, en fait. Tout un tas de très bons coureurs avec un index UTMB élevé se sont vus la possibilité de obtenir une sorte de dérogation, puisque les règles, ça a été en juin qu'il a été décidé que voilà, il fallait se qualifier dans l'année d'avant. Donc celles et ceux qui n'avaient pas anticipé la chose, au lieu de prendre l'avion et d'aller courir en Chine en novembre ou en décembre, ils pouvaient voilà faire un joli mail, mais il fallait prévenir l'organisation avant fin novembre pour dire bah écoutez, j'ai pas pris de stone cette année, mais j'ai très envie de faire l'UTMB en 2024. Est-ce que vous m'autorisez à me qualifier en faisant une course au Chianti ? Bien sûr, il faudra que je monte patte blanche en réalisant une bonne performance. Et l'organisation répondait à ce mail: écoutez monsieur, pas de problème, nous prenons en compte votre demande, il ne vous reste plus qu'à réaliser une performance au Chianti. Mon frère a réalisé la performance au Chianti, mais malheureusement il avait oublié de demander la dérogation. Donc ça n'est pas rétroactif, et c'est pas comme à la CAF, et du coup il n'y aura pas d'UTMB pour Aubin en 2024. Mais ce n'est pas très grave, c'est une règle, alors évidemment on ne va pas la contourner, on va l'accepter, et d'ailleurs ça lui permettra de se faire un peu la bite au Lavaredo et au Templiers, et finalement ça lui fait une très belle saison, donc c'est pas très grave. Rendez-vous à l'UTMB 2025. Et à côté de ça, vous avez des gens, donc mon frère aurait pu se plaindre. Il aurait pu dire ouais, mais quand même, j'ai fait 5ème, j'ai été coté à 866, c'est super, ça fait partie des 30% des meilleurs coureurs élites que vous avez à l'UTMB parce que vous sélectionnez des gens qui ont des cotes à 750, donc quand même, je le mérite, nanani nanana. Il aurait pu entamer un dialogue, plus ou moins violent, patati patata, et finalement, je pense qu'en saoulant bien l'organisation, vraiment en leur cassant bien les couilles, ça, ils auraient dit ouais bon bah c'est bon, vas-y on t'inscrit et puis voilà. Mais on a accepté cette règle, voilà, donc moi aussi j'étais passé au travers de ça en fait, étant déjà qualifié avec les Gers, j'avais pas fait attention qu'on pouvait obtenir des dérogations et qu'il fallait le mentionner avant novembre. Donc voilà, bon, j'ai dit à Aubin, écoute c'est de notre faute, hein, on n'avait pas vu le truc, bon bah voilà on est passé à côté, écoute tant pis, hein, t'as 26 ans, tu vas en faire 10 des UTMB, c'est pas très grave, tu le feras l'an prochain. Et à côté de ça, vous avez des gens qui font des pieds et des mains pour s'inscrire alors qu'ils n'ont aucune expérience. Je rappelle, Aubin Ferrari, l'ultra trail du Haut-Gifre, 127 km et 9000 mètres, 9300 mètres de dénivelé positif, sur un parcours plutôt technique, il a terminé en moins de 18 heures. Il a obtenu une cotation de 870 sur un format 100 miles. Et à côté de ça, vous avez des gens qui n'ont jamais fait de format 100K, qui n'ont jamais fait de format 100M, et qui démarchent l'organisation de l'UTMB en leur cassant les pieds, mais d'une manière polissée, en mode ouais, regardez, j'ai fait des vidéos, elles sont sympas, machin, tout, en plus mon job, c'est ceci, c'est cela, je suis ostéopathe, je suis kiné, je suis journaliste, ouais, je suis je sais pas quoi, ouais, mon frère il répare les trains, c'est bien aussi, tu vois, comme job. Ouais, nanana, est-ce que du coup vous pouvez m'inscrire? Puis en fait, vu qu'il les saoule tellement, l'organisation lui répond ouais, bon bah on a quelques dossards réservés à la presse, machin truc, ce qui s'entend, hein, bien sûr. Hein. C'est comme moi au niveau les revards, là il y a une liste d'attente. D'accord? Bah à un moment donné, si j'ai un partenaire qui s'inscrit, je vais pas prendre Jean-Paul qui est sur la liste d'attente, je vais prendre le partenaire qui s'est inscrit, parce que vous voyez, nos partenaires ils courent aussi, donc ils aiment bien avoir un petit dossard. Bon bah voilà, on fait un peu de favoritisme parce que c'est les partenaires, machin, truc et tout. Et celui qui râle, je l'emmerde. Et bah là c'est un peu pareil, bien sûr, évidemment, l'organisation, voilà, si Oka lui dit bon, t'es gentil, nous on met X somme d'argent sur ta course, là il y a un gars, bon, il s'est pas inscrit pour telle ou telle raison, il faut nous le prendre, regarde, en plus il a quelques running stones, c'est pas un mauvais bougre, il crache pas sur ton circuit. Évidemment, on va le qualifier, on va lui donner un petit dossard, c'est tout à fait normal.
Et donc cette personne a un dossard avec une Rolling Stones, ce qui est en fait le mode de sélection, ce qui a été le mode de sélection de Kylian Jornet l'an passé. Donc on a quelqu'un qui n'a pas 600 de cotation, qui tient une chaîne YouTube qui a moins de 10 000 abonnés, donc quelque chose de ridicule, hein. En dessous de 100 000 abonnés, t'es rien du tout, et tu reçois 150 balles de revenus publicitaires par mois, c'est ridicule. Je rappelle que le RSA est à plus de 500 €, donc voilà, c'est peut-être mieux. Je sais pas, je donne des conseils. Et cette personne, voilà, est sélectionnée. Donc on vit dans un monde formidable, tout ça parce qu'il a mis des sous-titres sous ses vidéos, qu'il a fait des belles miniatures, voilà. Et j'en ai marre de contribuer à ce monde-là, et c'était un peu la réflexion que je me suis fait quand j'ai ouvert Instagram pour publier ma photo. Je me suis dit, putain, mais cette photo va être noyée dans cette masse de merde. Et j'avais la flemme. Alors je pense que je vais encore plus réduire ma communication sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment la foire à la saucisse. Et si j'ai des partenaires qui sont pas contents, c'est pas très grave. On se séparera, ça voudra dire que ce n'était pas de bons partenaires. Alors, on va peut-être passer au podcast. Putain, en plus je devais partir là. Merde. Ah, fait chier. Bon, je vais le torcher. Martin, ouais, je vais torcher ta question là. Bien déglutir son week-end shop. De toute façon, elle est facile comme question. Parce que ce qu'il me disait, Martin, putain, je voulais faire un podcast où je taclais personne et finalement on a fait une demi-heure. Oui, bah c'est bon. Je vais encore me prendre des... Je sais pas si la personne se sera auto-reconnue. Elle va me dire, ouais Hugo, nana, t'es méchant, en message privé. Alors m'envoyez pas de message privé parce que moi je fais des copies d'écran. Et après je vous défonce. Récemment, il y a une personne un peu connue qui s'était plaint de mes agissements sur LinkedIn. Ça m'avait fait rire parce que cette personne en fait rédige ses textes LinkedIn avec ChatGPT. Donc là on est sur une très très grosse salope. Et donc sur un de ses posts, elle me présentait comme étant un ennemi. Donc ça évidemment c'est des gens, une fois que vous les avez en face de vous, si tu veux, tu sais, ça ferme sa bouche et t'entends les mouches voler. Mais là voilà, ouais, vous vous rendez compte, un tel a porté préjudice à ma profession. Là j'ai lu profession, j'ai rigolé déjà. Et le post était écrit par ChatGPT, enfin c'était formidable, parce qu'en fait il y avait des fautes grossières dedans, qui étaient inexactes. Et les gens parlent beaucoup d'intelligence artificielle, en ce moment j'écoute des podcasts là-dessus, et ce que vous n'avez pas compris encore sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle se sert de ce qu'elle trouve sur ses bases de données et sur Internet. Le problème c'est qu'Internet c'est un gigantesque zoo, et qu'on trouve des choses justes et des choses fausses. Et que pour faire la part entre les deux, parfois, il faut être sur le terrain. On ne peut pas juste lire Wikipédia, qui d'ailleurs regorge d'informations fausses. Et donc, votre intelligence artificielle, votre chat GPT, là, il raconte des conneries parfois. Et quand on est du milieu et qu'on lit un texte réalisé par une intelligence artificielle sur le milieu qu'on connaît, eh ben ça se voit tout de suite, voilà, bien sûr. Donc c'est lamentable. Mais bon. Ouais, donc Martin avait fait 120 bornes en 48 heures. Donc un gros week-end choc. Avec quelques intensités. 500 D+, en côte au seuil, me dit-il. Et sa question, en fait, c'était de dire, bah voilà, moi j'ai fait un gros week-end choc. Je veux bien te croire. Hein. C'est vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment... t'as pas fait dans la dentelle. J'ai fait un gros week-end choc à 3 semaines de mon objectif. Ça, c'est bien. Et maintenant, qu'est-ce que je fais en fait pour l'assimiler ? Et il envisage 4 pistes. Piste numéro 1, ouais, la récup, le sommeil, comment ça se passe ? Bah là, c'est très simple. C'est très simple. Il faut dormir le plus possible. Voilà. Le sommeil, tous les jours de l'année, il faut dormir le plus possible. Dès que vous mettez un réveil qui va de manière artificielle vous sortir du lit, il y a un problème. Ah, mais je fais ça tous les jours. Bah, il y a un problème tous les jours.
Et c'est pour ça que quand tu seras vieux, tu vas développer telle ou telle maladie. Nanani, nanana. Donc le sommeil, très important, faut dormir un maximum. Et pour pas se faire réveiller par un réveil, la technique, ça va être de se coucher très tôt, en fait. Ah ouais, mais moi j'aime bien regarder des séries sur Netflix. Ouais, bah ta gueule, t'adresses pas à moi alors. Continue à mener une vie lamentable en prenant une dose de dopamine grâce à un ordinateur, et puis voilà. Donc le sommeil, ouais, le plus possible. Ouais, vraiment, là, Martin, voilà, prends là toute la semaine, là, vas-y. Lésine pas, là. Coupe les réseaux, couche-toi tôt, vas-y. Fais tout. L'alimentation. Alors l'alimentation, c'est intéressant. Parce qu'il y a une fausse croyance ou un système de récompense qui consiste à dire bah voilà, aujourd'hui j'ai fait un gros entraînement, franchement j'ai donné, je me suis dépassé, je pensais pas être capable de courir autant ou de courir à ce niveau-là, etc. Je suis vraiment très fier de moi. Si j'en suis arrivé à réaliser cette performance, ou cet entraînement exceptionnel, c'est parce que je me suis beaucoup investi depuis des semaines, des mois, etc. Putain, cette séance je l'ai passée, c'est vraiment bien, j'ai bien mérité une bonne pizza. Aïe. Alors, moi-même je l'ai fait. Hein. En février, pardon, j'ai fait une grosse semaine d'entraînement. Et à un moment donné, il y a eu un très très gros entraînement, spé marathon. Et j'étais très content de l'avoir fait, j'étais avec des amis, derrière on a mangé une pizza. Bon. D'ailleurs, vous avez vu que je n'ai pas mis cette pizza en photo sur Instagram, parce que, étant donné que je n'ai pas de troubles alimentaires du comportement, je n'ai pas besoin, lorsque je mange un burger ou une pizza, de systématiquement le mettre sur les réseaux en disant « Hey, vous avez vu, c'est cool, on se prend pas la tête !» Allez, ta gueule. Donc j'étais avec des amis, je mangeais cette pizza après mon gros entraînement. Et en fait, c'était une erreur. Enfin bon, je le savais, mais disons que je suis pas à ce pourcentage-là de performance près. Et c'est une erreur dans le sens où, quand tu fais un très gros effort, très dur, tu te doutes bien que ton corps, il prend une cartouche. Et, alors je te la fais courte, mais si tu veux creuser un peu le sujet, je t'invite à écouter le podcast de Bertrand Soulier. Donc ça s'appelle Sport, Santé et Nutrition, c'est un petit logo jaune là. Et en fait, dans ce podcast, Bertrand s'intéresse à tout un tas de choses, et il invite parfois des micronutritionnistes, et ces gens-là l'expliquent mieux que moi du coup, parce qu'il l'explique pendant 1 heure, pourquoi c'est très important de bien manger juste après l'effort. Donc, bien manger juste après l'effort, c'est certes bien remplir le tableau avec la bonne dose de glucides, la bonne dose de protéines, et juste après l'effort, une dose de lipides plutôt modérée, voilà, il faudra les manger un peu plus tard, les lipides, mais des glucides de qualité en fait, pas du gluten qui a été transformé 45 fois là, voilà, des glucides de très bonne qualité, donc par exemple une grosse assiette de riz blanc, je sais, c'est tout de suite moins sexy. Voilà, et manger aussi, voilà, une protéine de très grande qualité, par exemple des œufs, voilà. Remettre du sel, et bon, il y a tout un tas de choses que ces gens-là décrivent. Donc, finalement, ce qui serait bien, Martin, mais bon, tu l'as fait fin mars, ton week-end, donc mes conseils ne fonctionneront pour le prochain, voilà, on va dire ça, c'est que pendant le week-end choc, on fait attention à son alimentation, parce qu'on n'a pas envie d'être ballonné le lendemain sur son dernier entraînement. Mais ce qui serait bien, c'est que une fois que vous faites un week-end choc, le soir même et disons les 2 jours d'après, eh bien, donc pendant 48 heures après votre dernier gros entraînement, vous ayez une alimentation plutôt stricte, rigoureuse. Alors, ça veut pas dire ne pas se faire plaisir, hein. Vous prenez une patate douce, vous en faites des frites, vous les mettez au four, vous ajoutez un peu de riz, vous mettez par-dessus un excellent huile d'olive, donc là, bon, Chris et olive, bien sûr, à commander sans hésitation pour un maximum de polyphénol. Vous rajoutez derrière donc nous, par exemple, on a la ferme des Errances en Chartreuse qui propose du bœuf d'une qualité incroyable. Ou sinon vous êtes un peu plus végétarien, voilà, des œufs, c'est très très bien. Ou vous habitez près de la mer, du poisson qui a été pêché la veille, bon là, c'est la folie quoi, les nutriments.
Et là, vous avez un repas qui est très bon. Vous avez un repas qui est très très bon, gustativement et qualitativement. Quelques noix, parce que voilà, sympa. Un peu de levure de bière, il y a toujours un peu de vitamines à gratter là-dedans. Un yaourt de brebis avec un miel local. Là, l'autre fois, j'étais en Haute-Loire, il y a 2 semaines. J'ai acheté un miel de sapin. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Donc ouais, l'alimentation, ce serait bien d'être un peu strict pendant 48 heures. Et puis éventuellement, donc vous finissez votre week-end choc le dimanche. Allez, le lundi, le mardi, on est encore dans le job, dans la propreté et tout. Et ben voilà, le mercredi, vous faites péter un resto avec votre femme, avec vos collègues, etc. Ce que vous voulez. Mais au moins, disons que la reconstruction de tout ce que vous avez cassé à l'entraînement pendant 48-72 heures a été plus ou moins bien faite. Voilà, ça je pense que c'est un peu important. Alors après, il me parlait d'alcool. Oh putain. Ça, c'est un délire aussi. Hein. Franchement, en trail, vous avez un problème. Alors, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais regarder quelle espèce de gros enculé a décidé de m'appeler pendant que j'enregistrais un podcast. C'est toujours pareil, c'est les gens qui te disent... Ah ouais, j'ai essayé de t'appeler, mais tu m'as pas répondu. Bah ouais, c'est parce que j'étais en train de faire quelque chose. Excuse-moi mon ami, désolé de travailler, hein, franchement, j'en suis vraiment navré. Voilà, alors, ouais, comme je m'en doutais, ouais, c'était totalement inintéressant. L'alcool, ouais, vous avez un problème avec la bière quand même en trail. Je pense que beaucoup d'entre vous boivent de la bière parce que les autres boivent de la bière et je trouve ça tout à fait navrant. Vous êtes un suiveur. Vous n'avez pas de personnalité, c'est détestable. Voilà, ça c'est dit. Moi, alors je ne nie pas que le goût de la bière, qui est très prononcé, peut plaire à certains palais. Moi, ça m'excite pas trop. C'est ce qui m'avait fait marrer en fait quand j'avais rencontré Bière de Récup, donc qui est un de mes partenaires, mais voilà, Julien, le créateur, qui est aussi devenu un ami. Il me dit, il était sur un événement, puis il me dit ouais, vas-y, tu peux parler un peu de ma bière pour faire de la pub au micro, je t'en offre une là, tu bois. Et je lui dis ouais, mais moi j'aime pas ça la bière. Ça c'est la première phrase que je lui ai sortie. Et il me dit bah c'est une bière sans alcool, donc là déjà il m'avait titillé ma curiosité. Et il me dit, tu verras, ça a un goût un peu différent. Parce qu'il met des plantes dedans, etc. Donc c'est vrai que c'est une bière blonde, mais un peu différent. Et je lui dis, bah ok, vas-y, je goûte. Et c'est vrai que c'était bon. Mais... Donc certaines personnes l'adorent, hein, bien sûr, il en vend beaucoup. J'en ai amené d'ailleurs, je sais plus combien de cartons au Trail de la Drôme. Mais l'autre fois, j'avais un ami, c'est très très rare, mais c'est arrivé, donc qui aime la bière. Et je lui dis, bah tiens, vas-y, goûte celle-là. Et bon, lui, il a pas aimé. Donc c'est bien la preuve que le goût est un peu différent, peut-être. Donc tout ça pour dire que, ouais, c'est comme sur les événements, tu sais, des fois, les bénévoles m'amènent une bière. Je dis, mais non, mais j'en veux pas. Déjà parce que j'ai dormi 3 heures et après j'ai 4 heures de route. Donc je pense que vu que je fais 55 kilos, on va peut-être pas prendre le volant avec une bière. Surtout qu'elle est très grosse, là, celle que t'as amenée. Mais... Voilà, je comprends pas ce besoin, vous savez, c'est pareil, les mecs qui... Putain, le numéro rappelle, il comprend pas que... Tu sais, je vais lui envoyer un message, je suis en réunion, tu vois. Répondre par... Je te réponds plus tard. Bon, il a pris un message automatique, ce qui est le summum du foutage de gueule. Bah ouais, mais faut pas m'appeler quand je fais le podcast. Tu me déranges tout le temps. Tu m'appelles le matin, tu me déranges. L'après-midi, tu me déranges. Et le soir, tu me déranges. Donc, tu m'envoies un mail poliment. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, la bière. Alors, le souci, en fait, c'est pas la bière. Le souci, c'est l'alcool. Parce que l'alcool... Donc, au volant, c'est ce qui fait que vous renversez des enfants et qu'ils meurent. Mais... l'alcool, ça vous déshydrate aussi. Parce que renverser un enfant, à la limite, si c'est pas le vôtre... ça vous dérange pas trop, quoi, ça va. Mais l'alcool déshydrate. Et le problème, c'est que quand tu réalises un gros entraînement, surtout en trail, souvent tu transpires pas mal et tout, donc au Trail de la Drôme le week-end dernier, il y avait pas le soleil, le ciel était voilé, mais les gens ont beaucoup transpiré parce qu'il faisait lourd. Et je voyais, ils avaient perdu beaucoup de sel sur leur sac à l'arrivée. On voyait, c'était tout blanc.
Et si tu bois une bière derrière, en fait, t'es en déshydratation et tu accentues la déshydratation avec ton alcool. Donc soit tu achètes les bières de récup qui sont sans alcool, soit c'est pareil, c'est comme pour l'alimentation, bah t'attends un petit peu, voilà, t'attends 24-48 heures, le temps d'avoir bu de la Ceinture, de l'eau en quantité suffisante, et puis le lendemain ou le surlendemain, bah là voilà, tu peux boire une bière avec les copains, il y a bien sûr aucun problème. Alors la bière contient évidemment des calories, à cause de l'alcool, c'est des calories vides, évidemment c'est pas top. Maintenant, Martin, il a fait 120 km en 48 heures, le samedi et le dimanche. Si le mardi soir, il fait un apéro avec les copains et qu'il boit 2-3 bières, moi je pense qu'il va pas prendre 4 kilos. À mon avis, il y a peu de chance. Donc, putain, le numéro rappel, c'est excellent. Tu lui dis, je te rappelle plus tard, le temps que tu l'aies, il rappelle, quoi. C'est exceptionnel. Je vais lui répondre et je vais parler en podcast en même temps, tu vois. Ah, les gens s'en foutent. Ils ont un téléphone dans les mains, ils se disent ouais, je suis autorisé à appeler machin. Mais non, mais machin il t'encule en fait. Ils s'en foutent, toi. Donc ouais, l'alcool ça va être un peu comme l'alimentation. Si c'est ton petit plaisir et tout, moi je serais toi pour maximiser les... Parce que s'enfiler 120 bornes en 48 heures avec le dénivelé et tout, ça a nécessité, j'imagine, de ta part un certain investissement. D'un point de vue de la fatigue, hein, parce que tu t'es quand même mis une cartouche. D'un point de vue de la famille, parce que j'imagine que du coup t'étais pas trop avec. D'un point de vue du travail, parce qu'en fait du coup pendant 48 heures t'as pas travaillé. Parce que Martin Cardon, je crois pas que tu sois coureur professionnel, sinon je le saurais. Donc t'as fait tout un tas d'investissements pour arriver à faire ton week-end choc. Du coup, ça va être ok pour boire une bière, mais à mon avis, décale-la un petit peu, fais-toi plaisir, mais un peu plus tard. Et enfin, le point le plus important, celui qui me fait vraiment plaisir, c'est ce qui parle de reprise sportive. Et là-dessus, j'ai beaucoup évolué. Donc moi, je suis entraîné par Patrick Bringer depuis janvier 2016. Et Patrick, c'est quelqu'un qui, lorsque tu lui donnes des disponibilités, tu lui dis, bah là j'ai 3 heures de temps libre, il te met 3 heures d'entraînement. Bon, sauf si c'est la veille de ton objectif, évidemment, il est pas con, hein. Mais disons que, voilà, t'es dans des semaines de développement normal, tu lui dis, bah j'ai 15 heures dédiées au sport, lui il te met 15 heures de sport. Et c'est quelqu'un qui t'amène à ton meilleur niveau sur ton objectif en te faisant passer des blocs de travail, des charges de travail, un petit peu comme ton week-end choc, Martin. Du coup, quand tu es entraîné par Patrick, tout ça, tu, possiblement, à 5 semaines, à 3 semaines de l'objectif, possiblement, tu as une semaine d'entraînement très dure et très chargée. Et donc, moi, j'ai toujours fait ça, voilà, ça a plus ou moins bien fonctionné. Mais parfois, alors, je me suis jamais vraiment blessé, parce que j'entends des blessures d'usure qui sont une tendinopathie, une fracture de fatigue. Voilà, j'ai jamais été sujet à ça. Mais c'est vrai que des fois, j'ai eu des douleurs qui ont traîné un peu, des périostites ou des douleurs un peu dans les genoux. Alors ça m'a jamais vraiment empêché de faire mes entraînements, mais des trucs un peu désagréables. Parce que on pouvait passer d'une semaine à 160 km d'entraînement avec 12 000 mètres de dénivelé à une semaine avec 2 footings de 10 bornes. Et là, j'exagère à peine. Parce qu'il y avait la semaine de charge et la semaine de récup. Et le problème, c'est qu'il y avait une énorme différence entre la semaine de charge et la semaine de récup. Et par exemple, quand je suis arrivé à mon club d'athlétisme en novembre 2022, je leur ai dit, bah voilà, moi courir à plat, ça me file des périostites et tout. Et ils m'ont dit, bah c'est bizarre parce que nous au club, personne n'a de périostite. Et en fait, tant que tu comptes tes kilomètres à la semaine, t'auras jamais mal. Je dis ouais, super, merci. Et en fait, ils avaient raison. Donc je me suis mis à faire un peu comme eux, j'ai compté un peu les kilomètres, et là je fais putain Patrick, mais là il y a une semaine de 120 bornes, et là il y a une semaine de 40, et ça va pas ça. Donc ce que je faisais, c'est que la semaine de 120 bornes, bah, je la passais plutôt à 100, et la semaine de 40, je la montais plutôt à 60-70, en rajoutant des footings de récup. Et à l'inverse, je diminuais peut-être le vélo pour que la semaine elle fasse pas 30 heures.
Parce que le vélo ne sert pas à grand chose, malgré ce que tous les vendeurs de mensonges peuvent vous dire sur internet. Voilà, toutes les salopes là qui vont vous faire des vidéos YouTube. Ouais, l'entraînement croisé c'est génial. Oui, merci, ça fait 30 ans qu'on le sait, ferme ta gueule. Donc voilà. Du coup, et là, Cap Prévention est en train de me rédiger un article exceptionnel pour Patreon, ça va arriver au mois de mai, sur la quantification de la charge. Parce que la charge se quantifie en termes de kilomètres, donc normalement, vos kilomètres d'une semaine à l'autre doivent augmenter ou diminuer de 10 à 20% pour ne pas créer de trop grosses ruptures et que votre corps ne soit pas trop perturbé et qu'il n'y ait pas du coup un stress osseux trop important. Voilà, par exemple, je pense que dans l'euphorie, Mathieu Delpeuch, à un moment donné, il a fait une semaine à 100, une semaine à 120 et après il y a eu une semaine à 160. Chez certains, ça serait passé. Chez lui, qui a peut-être des petites faiblesses, voilà, c'était peut-être, je dis bien peut-être encore une fois, hein, à ce moment-là, un peu trop. Et peut-être qu'on le sait pas, mais à ce moment-là, pour X raisons, en plus, il avait mal dormi. En plus, il avait eu un déplacement fatigant, je sais pas quoi. Et du coup, tout mis bout à bout, ça a coincé. Et peut-être qu'il se serait limité à une semaine à 135 km, ça ne serait pas arrivé. Encore une fois, c'est des suppositions, on peut pas l'affirmer. Mais tout ça pour vous dire que quand on réalise sa grosse semaine, le problème c'est que derrière il faut récupérer parce qu'on s'est mis une cartouche, donc on est flingué quoi, on est mal. Mais il faut pas trop récupérer parce que après tout le système musculo-squelettique il est un peu mis en branle. Alors le muscle récupère très bien, mais les os et les tendons ils ont plus de mal à s'adapter au changement aux variations. Alors la charge c'est pas uniquement les kilomètres. Même si c'est important, c'est aussi le dénivelé. Typiquement, vous prenez un coureur qui habite à Orléans, tout mis bout à bout, il arrive à faire 500 mètres de dénivelé par semaine. Le gars, il part 2 semaines en vacances à Chamonix et il fait 2 semaines à 5000. Bon, il revient et il a un TFL. Voilà. Alors, évidemment, il y a toujours le cas du connard qui, lui, n'aura rien. Il y a des gens comme ça... ils sont naturellement forts, entre guillemets. Donc ils peuvent faire des conneries et il leur arrive rien. Mais bon. Donc le kilométrage se compte, le dénivelé aussi. Et puis les intensités. Parce que si t'as fait une semaine avec 3 exos de seuil et que tu fais une semaine sans rien, et que t'as le même nombre de kilomètres et le même nombre d'heures, la semaine sans rien, la charge est inférieure. Voilà. Donc Cap Prévention va me rédiger un article pour essayer de quantifier un peu tout ça, ce qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est un exercice nouveau que je leur ai proposé. Mais tout ça pour te dire, Martin, que malheureusement, là, t'as poussé le bouchon bien loin avec ton week-end à 120 bornes. J'imagine que t'avais couru la semaine, donc t'es peut-être à 150, t'es peut-être à 160. Et là, le problème, c'est que ta semaine de repos, déjà, tu vas en chier pour faire 40-50 bornes. Et c'est là où, Martin, tu viens de prendre le risque que prennent beaucoup d'athlètes de haut niveau, malgré ton niveau un peu en deçà des athlètes de haut niveau, hein, excuse-moi, mais bon. Tu touches des doigts le même rythme qu'un athlète, c'est-à-dire que pour te préparer à un objectif, tu t'es mis en danger en réalisant un gros entraînement, et maintenant il va falloir correctement l'assimiler. Ce que je peux te proposer, donc je suis ni médecin ni entraîneur, du coup tu pourras doublement m'attaquer si tu te blesses. Et comme ça, j'irai en prison. Ça coûtera moins cher en électricité. Ce que tu peux faire, moi, le vélo, j'en ferai pas. Parce que ça te tire les tendons et tout. Ça sert à rien, on s'en branle. Si tu sens que tes muscles, ça va mieux, que t'as pas mal aux genoux et tout, le mercredi, je me ferai une petite marche-course, tu vois. 3 minutes course, 1 minute marche, tu fais ça pendant 30 minutes. Le jeudi, je ferai 40 minutes de footing. Le vendredi, rien. Et puis le samedi, dimanche, voilà, 10-15 bornes en forêt sur un terrain souple. Et là, du coup, t'as remis un peu de kilomètres, donc 40-50 bornes. Et t'as essayé de gommer un peu l'écart entre ta grosse semaine et ta petite semaine. Ça, je pense que c'est important. Donc en fait, il faut reprendre l'entraînement assez vite. Mais évidemment, tu vas pas retourner au club faire une séance de vitesse. Tu vas faire de la marche-course, tu attends un peu, tu fais un petit footing, donc des choses très faciles. Mais en fait, ce que tu veux, c'est maintenir
un certain stress sur les os. Voilà, que ça tape un peu au sol et qu'il reste pas une semaine sans rien faire. Et parce que si tu fais une semaine de repos, tu vas être en pleine forme et la semaine d'après, tu vas faire 80 bornes. Donc on aura 160, 0, 80. Là, bon, c'est pas terrible. Donc ce qui serait bien, c'est de reprendre, mais dans la douceur, hein, vraiment dans l'écoute. Si tu fais de la marche-course et qu'en fait ça te tire de partout, bon, bah écoute, tant pis, il te faut plus de repos, voilà. Et après, il faut aussi être suffisamment intelligent pour que, là t'as la semaine de repos, mais la semaine d'après, celle où tu vas peut-être reprendre en faisant ce que les gens appellent l'affûtage, mais sans y connaître grand-chose, et ben, si t'as fait une grosse semaine de repos, donc en faisant seulement 30 ou 40 km, bah ta semaine d'affûtage, elle va en faire 50-60, tu vois, et pas 80. Et tu verras que ce sera aussi bien. Hein. Donc voilà, la conclusion sur cette reprise sportive, c'est qu'elle doit s'effectuer le plus tôt possible, sans déclencher de douleur, parce que sinon c'est ridicule, tu cours tous les jours. Donc voilà, souffle un coup, comme pour l'alimentation, 48 heures, tu laisses passer, et après tu remets les gaz le mercredi. Tiens, voilà, regarde, le mercredi, tu refais un footing de 40 minutes, et pour fêter ça, tu vas boire une bière avec tes copains, et le soir avec ta femme, tu vas au resto. Voilà, comme ça t'as fait un combo, et c'est magnifique. La réussite, sur le plan social, le plan sportif, voilà, le Duc, hop, te diligente ses conseils, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour toi. Allez, je vous laisse là-dessus, c'est absolument magnifique, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit podcast. Et moi, je vais essayer d'aller rouler avant qu'il fasse nuit. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.